tu vas voir, les gens dans le futur, ils vont te faire un super accueil. J'y comprends. Lâche ça. Alors comme ça, c'est toi le petit merdeux qui arrête pas de me voler mes journaux. Monsieur Strickland, c'est... Tuez le maire! Voilà, tuez-le! Oh merde! Allez ça dans les gencives, tocard! Elle n'est pas venue pour jouer les papapoules. Mais un conseil, mon gars, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. On t'aura froid, t'auras les gants, t'auras les boules. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. La chef de poule, le nègre, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. T'es la recette de l'estalon, mais pas besoin de la façon. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. Sauf un cagoule, sauf un cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. On t'aura froid, t'auras les gants, t'auras les boules. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. La chef de poule, le nègre, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule, faut ta cagoule, faut ta cagoule. T'es la recette de l'estalon, mais pas besoin de la façon. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. Sauf un cagoule, sauf un cagoule, sauf un cagoule, sauf un cagoule. Revivez l'ascension d'Emmanuel Macron président. Voyez comment à 14 ans au collège il rencontra Jean-Michel Trogneux qui après sa transformation physique devint Brigitte sa prof de théâtre puis sa femme. Voyez comment parti de rien, grâce à Jacques Attali et Alain Minc, il entra chez Rothschild puis devint millionnaire. Une fois devenu président, celui qu'on surnomme Jupiter put appliquer son programme. Parce que c'est notre projet! Revivez la fête de la musique qui marqua son entrée à l'Élysée. Emmanuel Macron, le président du chaos. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Revivez comment il détruit l'hôpital, le code du travail, la SNCF, le droit de manifester, le droit de faire grève, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la démocratie, les retraites et... D'un état d'urgence à l'autre, les libertés publiques ont-elles régressé en France ? En novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris, l'état d'urgence est déclaré par François Hollande pour lutter contre le risque terroriste. Prolongées plusieurs fois, ces dispositions entrent dans le droit commun 2 ans plus tard, en 2017, avec la fermeture administrative des lieux de culte par exemple, des mesures de surveillance renforcées, tout comme les perquisitions et assignations à résidence. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, plusieurs lois vont ensuite faire polémique. La loi sur le secret des affaires en 2018, la loi dite anti-casseurs de 2019 pendant la crise des Gilets jaunes, la loi sécurité globale et son article 24 visant à limiter la diffusion d'images de policiers. Des textes très critiqués, mais jugés nécessaires par la droite sénatoriale. La sécurité, l'insécurité d'ailleurs, est un problème permanent en France depuis déjà 10-15 ans et c'est un problème qui ne fait que s'accroître. Donc je pense même, pour être tout à fait franc, qu'on n'est encore pas allé assez loin en matière de sécurité. En mars 2020, l'état d'urgence sanitaire est décrété pour faire face à la pandémie de Covid-19. Il prévoit la limitation de la liberté d'aller et venir avec le confinement et le couvre-feu et permet la réquisition de biens et services ou le contrôle des prix. Des mesures prises par décret par le Premier ministre, souvent sans l'aval du Parlement, comme le regrette la gauche du Sénat. Finalement, la première liberté publique, c'est celle des représentants des citoyens. Combien de fois notre Parlement a été maltraité? Multiplication des ordonnances, textes toujours passés en urgence. Pour des raisons d'affichage de sécurité, eh bien, on a été très très loin dans ce quinquennat et pour un résultat quand même assez médiocre en la matière. Des milliers de personnes sont arrêtées chaque année à cause des publications sur les réseaux sociaux. Vous dites quelque chose de politiquement incorrect en ligne et vous risquez une amende ou même la prison. Et puis en bref, cette plainte déposée par les avocats d'Emmanuel Macron à l'encontre d'un homme à l'origine d'un photomontage montrant le président de la République grimé en Adolf Hitler, affublé d'une petite moustache, vous le voyez sur cette image, obéis et fais-toi vacciner. Cette photo a été placardée sur des panneaux d'affichage à Toulon et à la Seine-sur-Mer. L'avocat du suspect confirme par ailleurs que son client est convoqué par la justice ce jeudi. L'homme a déjà été condamné par le passé. Mais quelle mouche a donc piqué notre champion de la liberté d'expression et de notre droit sacré à la caricature? Pourquoi vous avez collé ces affiches qui ont énormément parlé? Ça fait quelques années que j'affiche des affiches qui me permettent d'entrer dans le débat public. Vous saviez que vous alliez choquer en faisant ça, parce que c'est quand même oui. Jean-Pierre, quand tu vois ces affiches, ça... C'est violent. Moi je suis profondément choqué, je trouve ça scandaleux. Pourquoi vous l'avez fait?
Mais écoutez, je fais ça depuis longtemps. Je comprends que des gens soient choqués, mais c'est le propre de la liberté d'expression. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Il n'y a rien pour sa famille, etc. Vous avez pensé à ça ou pas du tout? Vous vous êtes dit... Ben non, je pense que c'est une caricature. Vous savez, moi je regardais un tweet de Mila il y a quelques semaines. Oui. Elle disait, j'ouvre les guillemets, je n'ai toujours pas enlevé mon doigt du cul du prophète. On a renforcé la police autour d'elle. Elle a le droit de le dire. Mais c'est choquant pour des millions, des dizaines ou des centaines de millions de personnes. Donc je n'entends pas les bons esprits là protester contre ce que dit Mila. Et quand Charlie Hebdo publie des caricatures avec le cul de Mahomet exposé aussi à des gens qui croient dans cette religion, moi personnellement je suis pour la liberté d'expression totale. Humour, 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 injure, fatale. J'ai vu Emmanuel Macron s'ouvrir sur la chaîne Al Jazeera, donner des leçons au monde entier, en particulier au monde arabe et en particulier à Erdogan et aux Qataris, en expliquant que chez nous on pouvait tout dire, tout écrire, tout dessiner, tout caricaturer, c'était la liberté. Eh bien il me démontre que c'était un discours de dupe. Emmanuel Macron, c'est le en même temps. Vous vouliez choquer, vous êtes dit... Évidemment, une caricature, c'est fait pour grossir le trait, sinon... Vous voulez faire parler de vous, vous aviez vraiment des convictions? Écoutez, moi ça fait longtemps que les gens qui sont chez nous là-bas connaissent mes affichages. J'ai pas besoin, ça me rapporte rien, ça me coûte, puisque les avocats, c'est quand même moi qui les paye. Je fais face à la plainte... Vous allez passer en jugement quand? Le 17 septembre, et le procureur a trouvé 2 dates, parce que vous savez, la justice est indépendante en France, mais dès qu'il s'agit de quelqu'un de puissant, elle s'active rapidement. La question du débat, c'est est-ce qu'il faut punir la bêtise? Parce qu'il faut quand même en tenir une sacrée couche. Refiler ça comme élément de langage. C'est la Macronerie qui vous a refilé ça comme élément de langage. Mais j'ai pas besoin de la Macronie. Personne ne parle à ma place. Le message est clair. Désormais, tous les petits rigolos qui s'amuseraient à caricaturer notre protecteur suprême, dans les manifestations ou ailleurs, risquent un coup de matraque de 10 000 €, ce qui devrait en refroidir plus d'un. Ne serait-il pas alors grand temps de soutenir Michel-Ange Fleury qui va faire appel de sa condamnation? Qu'en pensez-vous? Car après tout, nous ne ferons que rappeler à notre cher président à quel point il tient lui aussi à protéger notre liberté d'expression jusqu'au blasphème. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. J'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, une liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème. Il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. En fait, je vais vous dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Le Orwell, une fois de plus, avait tout prévu. Et il nous a prévenus. Il nous a prévenus de ceci. Pour renverser une société, il faut inverser les mots. Il avait donné un exemple. Il suffit de dire, la liberté, c'est l'esclavage. En Allemagne, le plus grand pays de l'Union européenne, des personnes sont arrêtées et poursuivies pour avoir insulté des politiques sur Internet. Des milliers de personnes, chaque année. Et c'est pour ça que les gens ont peur d'utiliser leur véritable identité. Ils arrêtent d'utiliser leur vrai nom lorsqu'ils publient des commentaires sur Internet. Et aujourd'hui, la Commission européenne pousse une nouvelle loi qui oblige les utilisateurs et les réseaux sociaux à présenter une pièce d'identité avant de pouvoir accéder aux plateformes. Quand il y a une caricature, c'est l'expression libre de quelqu'un qui, en effet, provoque blasphème. Il a le droit dans mon pays. Il est l'expression libre d'un dessinateur ou d'un satiriste. Et d'autres lui répondent en France. Et les droits de l'homme, c'est ça. Au tribunal, Ornella Vaudron ne renie rien, elle assume ses publications sur les réseaux sociaux. Cette humoriste revendiquée, gilet jaune dans l'âme, est poursuivie pour outrage et diffusion d'une vidéo sans le consentement de l'intéressé. Mais Ornella Vaudron plaide le droit à la satire. Je me dis que cette liberté d'expression et ce droit à l'offense et l'humour en elle-même, il faut la défendre. Et si Coluche aujourd'hui serait encore en vie, tous les jours, il serait au tribunal pour les propos qu'il pourrait tenir. C'est triste. Quant à Ornella Vaudron, elle n'a pas perdu une miette de son procès. Elle qui est suivie par 200 000 personnes sur TikTok, eh bien, elle a décidé d'en faire une vidéo.
On vient d'annoncer le pass numérique obligatoire dans toute l'Europe. Donc l'État va avoir accès à toutes les cartes d'identité des gens qui veulent se connecter aux réseaux sociaux. Il apparaît très clairement qu'il nous faut des restrictions en fonction de l'âge sur les plateformes. Et c'est pourquoi notre application de vérification de l'âge est un des outils. Ce que nous pouvons faire pour que les enfants commencent leur vie numérique de façon plus sûre. Apparemment, c'est pour protéger les enfants. Vous savez quoi? Peut-être pour protéger les enfants, vous devriez mettre les vrais criminels en prison et pas leur donner juste du sursis, par exemple. En fait, c'est notre rôle de protéger les enfants. C'est notre... Non, c'est le rôle des parents. Et puis, en plus, protéger les enfants, il aurait peut-être fallu faire une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, déjà. Vous avez jamais protégé les enfants. D'ailleurs, il suffit de voir le malaise dans la génération Z pour voir que les confinements ont ravagé psychologiquement les enfants. Vous ne protégez pas les enfants. C'est un fallacieux prétexte pour mettre en place des lois de censure. Et on vous voit. Le régalien, c'est la protection qu'on doit à nos enfants. Le et régalien, la protection qu'on doit à nos enfants. C'est la justice, c'est l'armée. Mais c'est pas que ce qui ça. se passe à l'intérieur des maisons, pardon, c'est le rôle des parents. Encore heureux que ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un petit peu l'État quand on parle de protection des enfants. Voilà. Encore heureux que ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un peu l'État en matière de protection des enfants. Et quand l'État rentre dans les maisons, ce que veut Aurore Berger, ça s'appelle une société panoptique, une société totalitaire. Le moment où il n'y a plus de vie privée chez vous. Mais je pense que les réseaux sociaux sont un vrai sujet de santé publique. La loi européenne surnommée Chat Control vient d'être rétablie par le Parlement européen et autoriserait bientôt le scan des messages privés. Toutes les discussions privées sur les plateformes seront analysées afin de détecter du contenu illicite. Une loi qui n'existait seulement dans la Corée du Nord jusqu'aujourd'hui. À la base, le secret de la correspondance est un droit fondamental. Même la police ne peut pas lire vos messages sans mandat. Voilà maintenant un débat délicat. La liberté individuelle est-elle supérieure à la sécurité? Exemple à ce qu'on développe la reconnaissance faciale pour favoriser l'identification des perturbateurs et des prédateurs. Bruno Retailleau, il est favorable aussi. Il faudrait, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, nous permettre, pour mieux déceler les visages, pour mieux pointer les coupables, nous permettre d'utiliser par exemple la reconnaissance faciale, très encadrée. Alors je sais, tu te dis peut-être oui, c'est pas grave, de toute façon moi j'ai rien à me reprocher. Mais déjà c'est peut-être le cas pour le moment. Tout le débat entre libertés individuelles et droit à la sécurité, je pense que aujourd'hui les Français sont assez mûrs pour renier notamment certains droits individuels pour avoir davantage de sécurité. Non mais moi les gens qui disent qu'ils sont pas choqués, qui sont choqués, je vous vois très très bizarre. Non, moi aussi. Vous vous promenez tout nu dans les rues ou quoi? Enfin, c'est trop chelou. En fait, moi ça me dérange pas. Non mais pour moi les gens qui sont choqués, c'est soit ils ont un truc à se reprocher, soit ils ont le syndrome du personnage principal où vous pensez que tout le monde vous surveille, tout le monde s'en fout de vos vies, on veut juste avoir ça pour les crimes, pour les délits, comme ça c'est tout. Souvent on dit ah j'ai rien à me reprocher, mais tout dépend de qui fixe les reproches et en fait aujourd'hui on n'est pas dans les reproches de l'État, mais demain qui sait. Et donc c'est pour ça qu'il faut juste pas que il faut juste pas que l'État ait ces informations-là, parce que il va en abuser. Monsieur, s'il vous plaît, la Twingo, vous la déplacez, vous êtes en mauvais stationnement. Ici la police municipale, veuillez quitter l'aire de jeu réservée aux enfants. Vous vous promenez dans le jardin de Nîmes lorsqu'une voix vous interpelle. Police municipale, veuillez ramasser vos déchets s'il vous plaît. Abandon de détritus, déjection canine, consommation d'alcool sur la voie publique, ce dispositif sonore est une aide précieuse pour les policiers. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. C'est notamment le cas d'équiper la préfecture de police de Paris de drones qui nous permettent de faire des identifications pour ces personnes qui reviennent à chaque fois sur les manifestations. Les Français doivent savoir que pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui reviennent à toute forme de manifestation. Interdiction de manifester dans certains quartiers, comme les Champs-Élysées. Nouveaux moyens pour les forces de l'ordre. Le Premier ministre dit, à Paris, à Bordeaux et à Toulouse, on ne pourra plus manifester, ce sera
interdit et en même temps c'est une escalade. On commence à interdire des manifestations. Il y a quelques jours ou quelques semaines, on n'imaginait pas ça. Le gouvernement, les pouvoirs publics, les responsables politiques disaient le droit de manifester c'est constitutionnel. On interdit des manifestations. Il n'y a rien de liberticide dans la suspension temporaire, la restriction temporaire des libertés. Les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Ce, pour un délai d'1 mois et au besoin sur tout le territoire. Le préfet a tranché, la manifestation sera interdite, une première depuis 1962 et la tristement célèbre journée pour la paix en Algérie. Que dit la loi ? La liberté de manifester n'est pas inscrite dans la Constitution, mais est contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 431.1 du Code pénal vient l'appuyer, précisant que toute personne entravant d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation sera punie. Voilà une classe qui se tient sage. Parce que c'est quand même très grave, on est dans un pays comme le nôtre, je pense que vous êtes fiers d'être français, on est tous fiers d'être français. Aujourd'hui, 10 000 arrestations préventives, 25 personnes éborgnées, 7 mains arrachées, 1000 personnes en prison pour demander plus de justice sociale, fiscale, la fin des privilèges d'État, 60% de redressement fiscal au sein de la République en marche, des affaires de détournement de fonds publics, etc. C'est ça qu'on veut qui s'arrête. Ce serait bien, non ? Je parlais des militaires de Sentinelle face à des gilets jaunes. Oui, bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est le choix de mettre des militaires dans la rue face à des citoyens qui manifestent, c'est du jamais vu. Mais ils sont déjà dans la rue, Sentinelle. Mais là, en l'occurrence, ils sont là pour nous protéger d'actes terroristes. Là, ils basculeraient dans des opérations de maintien de l'ordre pour lesquelles ils ne sont pas formés. Je pense que quand on voit les blindés de la gendarmerie qui viennent d'être livrés, on s'attend pas à recevoir des fleurs... Et de se faire recevoir pour essayer de se faire comprendre. Je pense que le fait d'avoir un gilet sur le dos, ça voulait rien dire. Il y avait toutes les classes socio-professionnelles qui étaient dans la rue. Il y avait des juges, des avocats, des policiers, des pompiers, tout le monde en fait, qui dénonçait la même chose. Et on est sur une émission de divertissement ici. Magazine, divertissement, on fait de tout. Hein. Non, parce que divertir, ça veut dire détourner l'attention. Ouais. Et c'est ce qui a été fait pendant 4 ans. Détourner l'attention des gens qui pouvaient se poser la question de savoir ce qu'on faisait dans la rue, alors que c'était plutôt très clair. Qui a détourné l'attention ? Je sais pas, vous regardez le traitement médiatique de ce qui a été fait pendant 4 ans, vous êtes, en tout cas, la plupart des médias se sont attaqués à Éric Drouet, moi, Jérôme Rodriguez, en essayant d'aller chercher si on était d'extrême droite, d'extrême gauche, antisémite, raciste, homophobe, sexiste, donc si on avait des antécédents au collège, ou si on avait pensez que tout ça a été fait pour tuer le mouvement et pour mettre la lumière. Pour essayer de... qui a été fait pour bien sûr. De toute façon, les amendes, les arrestations, les condamnations. Maxime et Eric, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous dites là, tous les deux. Vous pensez à quels médias ? Dites la vérité. Tous, sans exception. Tous, même ici. Quand on est arrivé ici... Ici, on est... Ouais, mais tout était tourné dans le sens où il fallait arrêter ce mouvement-là, où c'était des casseurs, etc. Non, on a plutôt défendu les gilets jaunes. C'était tourné sur le ridicule. Ça a vite tourné... Vous étiez le premier à leur donner la parole. Je pense qu'il y a une différence entre donner la parole... Vous regrettez maintenant ? J'ai jamais dit que je regrette quoi que ce soit. Au contraire. Non, il y a eu un petit accrochage pour un jour avec... pendant 4 ans et de continuer à le faire et de la manière dont je le fais. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on puisse dire qu'on nous a donné la parole quand tout ce qu'on disait pouvait être retenu contre nous. C'était presque un jugement. Et la moindre petite erreur a été utilisée pour discréditer un mouvement entier de gens qui luttaient et qui s'en prenaient plein la gueule dans les rues pendant 4 ans. Et qui continuent toujours. Je veux dire, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné des gens qui se sont fait mutiler. Ça a donné des gens qui ont été emprisonnés. Une mutilation, c'est pas un débat sur un plateau de télé. C'est une main arrachée, c'est un œil en moins. Il y a des gens qui sont morts aussi dans le mouvement. Il y en a 11 qui sont décédés. Vous avez un système qui est en train d'arriver au bout. Parce que la planche à billets, elle marche plus, parce que les ressources, elles sont pas infinies, parce que y a des grandes puissances qui vont se faire la guerre bientôt et qui commencent déjà à se la faire pour des ressources qui vont commencer à manquer pour faire rouler leur Ferrari ou voler leurs Airbus ou je sais pas encore quelle connerie là. Et pendant ce temps-là, on tape sur la gueule des gens qui veulent juste vivre, pas survivre, vivre. Donc on va aller dire, je sais pas, respirez d'un poumon, mettez le chauffage à 19 degrés, arrêtez de vous plaindre. Et dans le même temps, ceux qui vous disent ça font un G20 en allant tous là-bas en jet privé et en consommant je sais pas combien de milliers de litres de kérosène. Emmanuel Macron, il a commandé 67 millions de munitions de fusils d'assaut et 90 blindés qui sont en train d'être livrés là, les mêmes qui sont utilisés en République centrafrique contre les émeutes. Donc la Chine, la Russie, l'Iran,
Le Venezuela s'inquiète des violences policières en France. Il dénonce les mesures dures et parfois violentes visant à disperser des citoyens pacifiques. Dans le cœur des pleureuses, il manque la Corée du Nord, le Nicaragua, la Syrie, les tyrans d'Asie centrale, les satrapes africains. Tous ces potentats que nous savons corrompus, veulent, implacables. Hier, on a eu le retour du boomerang. L'heure de la revanche a sonné pour les dictatures. Malheureusement, il n'y a pas que les tyrannies qui nous mettent en accusation. La représentante américaine nous recommande gravement d'intensifier nos efforts pour lutter contre les crimes motivés par la haine religieuse tels que l'antisémitisme et la haine anti-musulmane. La Tunisie nous appelle à combattre les discriminations raciales. La Suède, la Norvège, le Danemark dénoncent les violences policières. Le Luxembourg et le Liechtenstein réclament même une enquête indépendante. La Slovaquie s'inquiète que les JO soient l'occasion d'un tour de vis supplémentaire. L'Espagne et le Royaume-Uni dénoncent aussi les violences conjugales en France, etc., etc. Ce régime unique au monde, qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, mais qui n'est pas séparable d'une liberté d'expression allant jusqu'au droit au blasphème. Être français, c'est défendre le droit de faire rire, la liberté de railler, de moquer, de caricaturer, dont Voltaire soutenait qu'elle était la source de toutes les autres. Être français, c'est être toujours du côté des combattants de la liberté. Et plus encore, quand les renoncements prospèrent, quand la censure progresse. Nantes, Tours, bientôt Orléans et Bordeaux, les interdictions du spectacle Le Mur de Dieudonné se succèdent. L'annulation d'un spectacle, c'est bien évidemment un acte de censure. S'il n'y a pas véritablement ces troubles à l'ordre public, c'est tout simplement un artiste qui déplaît que l'on veut interdire. Avant de vous libérer, j'aimerais juste qu'on se parle de Dieudonné, Yannick. C'est quoi votre ressenti aujourd'hui? Il est censuré. Il y a des gens qui ont décidé qu'il était plus drôle, donc il est censuré. Que vous félicitez ce soir de cette décision du Conseil d'État, ou pour vous, est-ce que c'est une atteinte, au contraire, non pas une victoire pour la démocratie, mais une atteinte à la démocratie? Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Ligue des droits de l'homme. Tout à fait. Mais merci de me donner la parole. Ça n'est ni une victoire pour la République, contrairement à ce qu'a dit Manuel Valls, ni malheureusement une victoire, mais plutôt une défaite pour la démocratie. Une démocratie qui se tient debout face aux extrêmes, ne recule pas. Et elle ne recule surtout pas ses libertés fondamentales. Cette décision qui a été prise d'abord par le gouvernement et qui vient d'être suivie de façon assez étonnante, je le dis, par le Conseil d'État, de façon assez contradictoire avec la jurisprudence habituelle du Conseil d'État en la matière. Et je rappelle qu'après le Conseil d'État, il y a éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette décision d'interdiction préalable d'un spectacle, préalable, et c'est en cela qu'elle est contestable, et uniquement en cela. La chaîne RT France, Russia Today France, va fermer ses portes. Fin de partie pour la branche française de la chaîne russe RT. On l'a appris samedi, une mesure qui avait été décidée en application de sanctions européennes contre la Russie. Sa présidente évoque, je cite, un acharnement de son côté. Moscou a promis de prendre des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Politique maintenant. Emmanuel Macron aurait sous-évalué sa déclaration de patrimoine afin de ne pas payer l'ISF. C'est bon, ça va, c'est pas de ma faute, c'est une erreur. C'est quand même étonnant de la part d'un ministre de l'économie et des finances. Non mais c'est de la faute de Brigitte, ma femme. Elle confond encore les francs et les euros. Ah, c'est ça les cougars, hein, ça fait pas les meilleurs comptables. C'est comme maman avec ses pièces jaunes. Et ça vous fait encore rire aujourd'hui? Oui. Est-ce que les guignols de l'info vous manquent autant qu'ils manquent à la France? Ils sont très habiles. Ils font pas comme... ils sont habiles. Il y en a qui ont lu ici le truc qui s'appelle 1984. C'est un roman de fiction. Voilà, quelques mains qui se lèvent, parfait. Les autres, je vous le raconte. Ça raconte une période bizarre. Alors c'est classé fiction, c'est pas fiction du tout. Hein. Et il a écrit ce livre de fiction où il raconte cette société où il y a 3 groupes qui s'affrontent dans le monde, on ne sait pas où juste qui, les alliances changent. Vous savez, un peu comme là-bas en Turquie, Syrie. Ah non, ils sont avec nous, non? Ah ben non, maintenant ils sont contre nous. Ah bon? Ah, les Kurdes, ils étaient avec nous, non? Ah ben non, maintenant ils sont contre. Ah ben, on ne comprend rien. C'est pas grave, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande d'applaudir. Vous comprenez la différence? Au commandement, vous applaudissez. Et on change sans arrêt de position. Ben dans le livre, c'est écrit tout ça. Ça raconte la novlangue. C'est une langue très curieuse, une manière de parler.
Les mots servent à dire le contraire. On se croirait dans un spectacle de Dieudonné. Jean-Luc Mélenchon est dans une dérive qui est une dérive extrêmement grave. Il est dans un monde parallèle. Vous voyez, on a l'impression d'assister au retour des années 30. L'information en boucle, c'est quelque chose de terrible pour certaines personnes qui sont branchées dessus et qui n'arrivent pas à déconnecter. Voilà, et qui ne respecte pas la France? Devinez, je vois la télé, je suis quand même pas con, je vois la télé, comment ça se passe, hein, voilà. Allons-y. Islamo-gauchisme, le mot a été prononcé. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Et moi, ça me fait davantage penser au slogan du XXe siècle dénonçant le judéo-bolchevisme. Donc on accole deux mots qui font peur pour ne pas définir la réalité d'un process. Qui, par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer, ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme. Ceux que nous estimons être des islamo-gauchistes contestent l'existence même, leur existence même, finalement. On joue avec l'émotion des gens, on joue avec les mots aussi. Par exemple, il y a un mot que je déteste, c'est ce mot islamo-gauchisme, qui me rappelle un triste mot qui était judéo-bolchevique, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des mots, les mots, il faut faire extrêmement attention. Les gens experts en communication et en marketing sont des experts en changement de termes et de mots. Ce sont les médias qui disent ce qu'il faut en penser. Hein. Si on soustrait des informations, si on ne dit pas toute la vérité, pareil là, sur la responsabilité de la justice. Oui, il y a beaucoup de gens que je mets en prison. Oui, en prison évidemment, mais à définitivement. Oui. Et moi je trouve qu'il y a une échelle des peines et à partir d'une échelle, tout le monde va en prison définitivement. Ça vous va? Non, je trouve que c'est... De toute façon, ce qui est vrai, écoutez, ces gens-là, ils sont irrécupérables. Quand on est rendu à faire ça, vous croyez vraiment que quand ils vont ressortir, ils feront quelque chose de bien pour la société? Je ne sais pas, mais je dis juste que dans une... Eh bien moi je protège la société. Allez. C'est ça, le ministère de la Vérité, son travail dans 84 d'Orwell. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pouvoir et ses médias vous disent, ça c'est la vérité. Oui, mais alors demain, ça sera autre chose. Et c'est ça qui rend les gens complètement fous. C'est ça qui instrumentalise la peur dans ce pays. Et c'est ça qui hystérise le débat public. Il faut plus de prisons, madame. Il y a tout un tas de gens. La seule façon de nous mettre à l'abri de ce qu'ils sont, c'est de les mettre en prison. La délinquance en col blanc, elle n'a pas sa place en prison. Voilà. J'exprime là une parole de bon sens. La prison doit être réservée. Elle n'est pas là pour humilier la prison. Elle est là pour préserver du danger de l'ordre public. Oui. Quelqu'un qui a fraudé, quelqu'un qui a mis ça, je n'en sais rien. Ah, c'est un rapt de haute volée auquel on a assisté aujourd'hui. La statue en cire du président de la République, Emmanuel Macron, a été dérobée au musée Grévin. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Face à la Tour Eiffel, symbole de la France, il détourne un autre symbole. Le portrait officiel du président Macron, brandi à l'envers. Les militants n'ont pas hésité à décrocher les portraits officiels dans des mairies, 130 au total. La police est à la recherche de ces portraits. Certains décrocheurs ont dû s'expliquer devant la justice pour ce vol. Écoterrorisme, oui, éco-totalitarisme, vous réagissez comment quand vous entendez des ministres ou des élus? C'est une expression qui a été utilisée justement pour la soupe jetée sur des vitres, etc. Non, aussi par Gérald Darmanin sur la mobilisation dans les Deux-Sèvres contre les bassines. Oui, c'est pas du terrorisme, c'est une ZAD, c'est pas du terrorisme, c'est une manifestation. Enfin, je veux dire, voilà, terrorisme, c'est le Bataclan, c'est quand même pas pareil. Faut que tu te fasses serrer dans une manif d'écolo pour qu'on sache que t'es terroriste. Alors la désobéissance civile était la plus souvent non violente. Oui, là le ministre de l'Intérieur parle d'éco-terrorisme. Oui, mais il a rétropédalé, semble-t-il. Enfin, on est dans l'explication de texte assez philosophico-complexe. Moi, je n'utilise pas ce terme, même si personne n'a jamais défini terrorisme. Donc le terme est de libre usage. Il n'y a pas de texte qui définit ce que c'est. Personne ne s'est jamais mis d'accord sur la définition du mot terroriste. Je mets au défi d'ailleurs quelqu'un de me sortir une définition consensuel. Il n'y en a pas, même dans le code pénal. C'est vrai que la justice juge acte par acte, en réalité. C'est ça. C'est les actes de terrorisme. Le texte de 86 n'a pas réussi à traiter de cette question. C'est rien qui ressemble plus à un acte de terrorisme qu'un acte de résistance. Ça dépend de quel côté on se place. Sur du terrorisme dans le dictionnaire, je la répète, c'est ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté. Ça ne répond pas à la définition.
Il y en a marre aujourd'hui. Il y en a marre, Monsieur Pro. Il y en a, Monsieur Pro. Il y en a marre aujourd'hui de se faire insulter de la sorte. Vous avez un premier de la classe, Monsieur Griveaux, qui nous traite de terroristes, d'analphabètes, d'antisémites. On se prend toutes les insultes du monde. Si à un moment donné on se mettait à vous insulter, la seule insulte qu'on entend dans la manif, c'est tête de con pour Macron. C'est tout, ça s'arrête là. À un moment donné, stop quoi. Moi je suis pas un terroriste et je commence à en avoir marre qu'on appelle mes camarades des terroristes. Cité de la liberté d'expression, c'est le droit de ne pas être d'accord. C'est ça, la liberté d'expression. Il faut revenir absolument, c'est un livre de poche, ça coûte pas cher, il faut lire Milgram, les expériences de Milgram sur l'obéissance. S'il n'y a pas de voie alternative, s'il n'y a pas le droit de dire le contraire, on a cessé d'être dans la connaissance, on n'est pas dans l'information, on est dans la propagande. Et la propagande, ça peut amener à tout ce que vous voulez, depuis les camps de concentration, tout ce que vous voulez vient du fait qu'il n'y a pas de voie alternative. Et quand il n'y a pas de voie alternative, qu'on ne fait qu'obéir, eh bien, on peut arriver à faire absolument n'importe quoi. C'était ce week-end, l'humoriste Guillaume Meurice qui a été suspendu par Radio France dans l'attente d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Depuis cette annonce, il reçoit de nombreux soutiens, notamment celui de Djamil Le Schlag, chroniqueur de la station, qui a démissionné en direct. Regardez. La direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, je n'ai pas bougé, je n'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils sont venus chercher les opposants, etc., je n'ai pas bougé. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Eh bien, maintenant. Oui, on le sait. Ils n'ont pas le droit de dire Cyril Hanouna ne peut pas être sur la chaîne. Donc, ils ont enlevé totalement la chaîne pour me mettre hors de nuire. Hein, voilà. Je veux dire, j'ai relu l'été dernier, entre 2 pages d'écriture de ce livre, 1984 d'Orwell. Et la période que nous sommes en train de vivre me rappelle ce ministère de la vérité qui était chargé non seulement d'effacer la mémoire, mais de réécrire l'histoire. Et on voit bien là que la tentation d'Emmanuel Macron de toucher à la liberté d'expression est une tentation autoritaire qui correspond à la solitude d'un homme qui a perdu le contrôle, qui a perdu le pouvoir et qui cherche à le maintenir par le contrôle de l'information. Je trouve que ce projet est extrêmement dangereux. Et j'ai le sentiment que tous ceux qui se sentent en fait le plus éloignés du réel cherchent à en contenir l'effet sur les Français. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires. Elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Elle est malmenée jusqu'en Europe. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Parce qu'en France, les lumières ne s'éteignent jamais. Pourtant, qu'il aille du livret d'ouvriers qui visait à contrôler les classes populaires sous Napoléon, à la liste S, là, qui a été créée sous Vichy pour y lister les dangereux résistants, et dont découle notre bonne vieille fichesse actuelle, là, qui sert essentiellement à ficher des écolos et des antifas, sans oublier le fichier Tular et les cartes perforées d'IBM qui ont permis les rafles et la déportation. Disons que ça finit rarement bien, ces histoires de fichage de populace, là. Je te dis ça au cas où tu penses qu'on peut que remonter une fois qu'on a touché le fond. T'oublies quand même pas à quel point ils sont capables de creuser, les machins. On va retenir le mot fichage, parce qu'il a une connotation historique. Comme on a affaire à des incultes, ils savent pas, mais nous on sait. Donc on va le rappeler à tous les Français. Si jamais on fait ça en France, l'instance de régulation devient le ministère de la vérité d'Orwell. C'est-à-dire une instance idéologique, de contrôle au sens totalitaire du terme. On va vers ça. Préparer la guerre pour avoir la paix, c'est vieux comme les latins.
Entend-il par là sanctionner ceux qui ne s'aligneraient pas sur la ligne de son gouvernement en refusant de déclarer que, par exemple, la guerre c'est la paix et à contrario défendre qu'on ne fait pas la paix en faisant la guerre? Ce qui est certain, c'est que le régime actuel n'a de cesse de prendre violemment pour cible nos libertés fondamentales et particulièrement la liberté d'informer. Dès le premier quinquennat Macron, nombre de journalistes et particulièrement de journalistes reporters d'images ont été par exemple pris pour cible dans le cadre de leur travail, notamment lors de la couverture des différentes mobilisations sociales. Nombre d'entre eux ont été amendés, détenus en garde à vue, menacés, parfois même blessés gravement. Vous constatez qu'il ne s'agit pas là de simples dérives, mais bel et bien d'une politique délibérée de répression de celles et ceux qui documentent les violences d'un pouvoir qui ne tient plus que par la terreur et la propagande. Néanmoins, j'espère que vous prenez la mesure de la gravité des attaques de ce pouvoir qui tente par de multiples moyens de bâillonner l'ensemble des canaux d'information à contre-courant de ses intérêts. Le fait qu'on a une armée, qu'on est capable de lutter contre la désinformation. Regardez nos amis roumains, la Roumanie c'est à côté d'ici, ils ont eu une élection présidentielle annulée parce qu'ils ont eu une guerre numérique. Le fait de préparer notre pays à l'autonomie. Parce que celui qui a gagné, pour être très clair, celui qui a gagné l'élection présidentielle, c'était une star de TikTok qui est apparue trois semaines avant. La Cour constitutionnelle a considéré qu'il n'y avait pas simplement un problème avec le candidat, c'est pas son rôle, mais qu'il y avait eu des manœuvres de pays étrangers sur le numérique pour le faire élire. Donc imaginez si notre élection présidentielle devait être annulée parce qu'on n'est pas capable de garantir la liberté d'expression des candidats et de conviction des citoyens. Donc préparer la guerre, ça ne veut pas dire vouloir la guerre. La paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang s'il le faut. Bienvenue dans la machine à remonter le temps. On va d'abord vous faire remonter en 1939, quand Charlie Chaplin et son maléfique régime nazi réduit l'Europe en esclavage et voulu prendre le pouvoir dans le monde entier. Donc tu savais que cette machine était un manège depuis le début? Ouais, sérieux, t'as cru que cette machine pouvait marcher? Je suis un grand naïf. C'est clair, pour le type le plus futé du monde, t'es parfois légèrement mou du bulbe. Pourquoi tu nous as rien dit? J'adore le pognon. M'excuse. Mais puisque cette machine n'existe pas, comment t'allais obtenir ton pognon? Je peux pas t'ouvrir de compte épargne si je ne peux pas remonter dans le temps. Ouais, et qu'est-ce que c'est? Ouais, t'inquiète pas pour la machine, c'est rien. Bien, je crois qu'on est coincé ici. Mais c'est à cette époque qu'on vit émerger un contre-pouvoir, les Nations Unies. Et les Nations Unies nationalisèrent le monde pour toujours.